Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Avant la nuit ou quand le couscous cachait le ciel » par Céline Sonnard et Anna Boulanger aux éditions Zoom. Nous allons commencer l'histoire, mais avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci par avance. C'est parti! Il y a de cela très longtemps, la nuit n'existait pas. Le ciel était un immense panneau lumineux, tout jaune qui ne s'éteignait jamais. Les jours de brume, ils prenaient une teinte jaune des plus pâles, tandis que les jours de pluie, ils tiraient vers le gris. Parfois, par temps d'orage, il lui arrivait de devenir carrément anthracite. Mais c'était très rare. Et en hiver, la météo neigeuse laissait quelquefois un ciel transi d'un blanc immaculé. Hormis ces deux exceptions climatiques, la vie se déroulait donc sur un fond jaune. Dans ce monde de nuances jaunes, tout existait déjà. Cependant, bien des choses se passaient différemment. Les hiboux portaient d'énormes lunettes rondes qui dissimulaient leurs yeux si sensibles à la lumière, et les chauves-souris ne sortaient jamais de leur grotte. Les lucioles étaient des animaux invisibles et aucun chien ni loup n'hurlait à la lune. La lumière était quasiment tout le temps suffisante pour bien voir, pour dormir. Chacun avait un masque et pouvait donc s'assoupir quand bon lui semblait. La vie, au bout du compte, était des plus monotones. Excédé par cette morne existence, Naïm décida un beau jour que ça devait changer, qu'il fallait faire quelque chose, prendre les choses en main, qu'il fallait prendre la gazelle par les cornes. Il partit donc vers le Sahara, qui était à cette époque un immense espace vide où se dressait la cime du monde, une sorte d'immense tronc moche et tout lisse. Il déploya une interminable échelle au pied de ce mât énorme et moche donc, et entreprit son ascension. Il avait pratiquement atteint le sommet lorsqu'une poussière, tombée d'on ne sait où, vint se loger dans son œil. Surpris et gêné de cette intrusion, Naïm manqua d'ailleurs de perdre l'équilibre. D'où pouvait bien provenir ce grain jaune ? Bien que le moment n'était pas bien choisi pour se poser ce genre de questions, il se trouvait maintenant approximativement perché à 356 372 km du sol, dans le vide. Il se la posa quand même. Mais il abandonna bien vite cette réflexion pour reprendre son escalade. Enfin arrivé au bout de l'échelle, Naïm déballa tout son matériel et se mit à l'ouvrage. À peine déposé sur le ciel, la couleur disparaissait. Naïm essaya donc avec des couches plus épaisses et des couleurs de plus en plus foncées. Mais rien n'y fit. Le ciel restait toujours jaune. Énervé, Naïm insista avec plus de conviction. Armé d'un pinceau, aux poils drus et rêches de vieux chameaux,
il se mit à peindre dans un rythme plus soutenu et avec une ardeur comme décuplée par l'exaspération et le vertige. Cette fois, c'est un véritable nuage qui se dégagea du ciel et qui, entraîné par la pesanteur, vint choir juste sur son visage et l'enveloppa complètement. De rage et de picotement, Naïm se mit à gratter et marteler des poings la surface friable et poussiéreuse. Le ciel se mit littéralement à tomber en morceaux. Petit à petit, une couleur commença à apparaître derrière le jaune. Au fur et à mesure que les grains du ciel tombaient, la couleur grandissait et devenait de plus en plus profonde. Les heures passaient et dans le trou, la tache qui grandissait s'assombrissait de plus en plus. Tous ces petits grains qui continuaient de se détacher du ciel retombaient sur terre. Au pied de l'échelle, une dune énorme s'était créée. Pour rejoindre le sol, Naïm n'eut donc plus qu'à attendre le pied et le poser sur cet amas de poussière jaune. Au bout de quelques heures, ça se calma. Et puis soudain, plus rien. L'averse jaune s'était arrêtée. De tout le jaune du ciel, il ne restait plus rien que quelques formes et grains disséminés dans la nouvelle couleur. Le ciel était tout noir. Une sphère y flottait, côtoyée par de petits points scintillants. Elle dégageait une lumière tout juste suffisante pour voir le bout de son nez et entreapercevoir la pointe de ses chaussures. Naïm, épuisé, rentra donc chez lui lentement, prenant garde à chaque détail de ce chemin dont on pouvait à peine deviner les contours. Le lendemain, une sphère plus grosse avait pris la place de la boue blonde et terne qui avait conduit les pas de Naïm alors qu'il était tout ensommeillé. Cette boule-ci était extrêmement lumineuse et le ciel avait pris une teinte azur chatoyant. Badira, l'épouse de Naïm, qui venait juste de se lever et de descendre à la cuisine, s'apprêtait à ouvrir les volets. Machinalement, elle poussa le gauche, puis le droit. Ce n'est qu'après avoir rejoint les fourneaux pour y allumer le feu qu'elle fit un tour sur elle-même, effrayée. Ce sentiment ne dura cependant qu'une seconde. Immédiatement rattrapée par sa nature, Badira était une femme curieuse, très curieuse. Elle retourna précipitamment vers la fenêtre. Là, elle l'écarquilla les yeux, les frotta, les cligna, regarda alternativement chacun d'eux, le gauche, le droit. Puis elle courut vers la porte. Quelle fut sa surprise lorsque, sur le pas de la porte, elle aperçut les petits grains jaunes. Il n'y en avait pas beaucoup, mais suffisamment pour qu'elle décide de suivre leur piste. Arrivée devant l'étendue, à présent jaune et ondulée, du Sahara, elle fut fascinée et évidemment intriguée par cette couleur à présent descendue sur terre. Tout ce jaune, ces milliers de grains devaient bien pouvoir servir à quelque chose, avoir une raison pour être arrivé ici, à portée de main. Entourée par tout ce bleu, semblable au motif de son plus beau service de faïence,
elle trouvait cette couleur appétissante. Ça ne pouvait pas n'être que de la poussière, des restes, des débris. Une couleur aussi plaisante, la couleur du miel et des blés. Elle se lança donc dans une expérience culinaire. À son réveil, un plat étrange attendait Naïm à table. Sur la table, habituellement si morne, une espèce de montagne jaune de petits grains fumait dans l'assiette de faïence bleue des jours de fête. Dans le plat profond, aux motifs floraux, qui servait habituellement pour la soupe, des légumes variés aux teintes orange, verte, blanche et rouge nageaient dans un bouillon aux fumées divin. Puis, à gauche sur la table, de la viande d'agneau, cuite à la perfection et remarquablement découpée, était disposée en rosace dans un grand plat en argent. Parsemés par les grands plats colorés et fumants, de petits ramequins contenaient des pois chiches, des raisins secs cuits dans du miel et la sauce, à la douce couleur jaune orangé où clignaient des milliers d'yeux roux. Pour finir, pratiquement au centre de la table, dans un minuscule bol au motif jaune et bleu, de l'harissa bien rouge promettait bien du piquant. Aujourd'hui, on ne se souvient plus de cette époque où ni le couscous ni la nuit n'existaient. On a d'ailleurs perdu la formule qui permettait de transformer la poussière de ciel en grains de couscous. À la place, on utilise du blé roulé en grains très fins. Si vous racontez cette histoire, on vous dira que ce n'est qu'une fable pour endormir les enfants. Cependant, si ce n'est pas vrai, d'où viennent alors les traces blanches autour des yeux des chouettes et des hiboux? Et à quoi pourraient servir les excroissances qui constituent la partie visible de nos oreilles, si ce n'est pour porter l'élastique d'un masque de sommeil? Et voici la fin de notre histoire. Si vous souhaitez avoir la recette du couscous, vous n'aurez qu'à lire la dernière page. À bientôt.